18 juillet 2026. Les cieux au-dessus de la ville russe de Tambov, située à environ 475 km au sud-est de Moscou, résonnent du bourdonnement caractéristique des drones ukrainiens. Plus au nord, et bien plus près de la capitale, dans la ville d'Elektrostal, un scénario similaire se déroule, alors que des véhicules aériens sans pilote pénètrent dans l'espace aérien de la ville. Ces dernières semaines, et ces derniers mois, de nombreux véhicules aériens sans pilote ukrainiens sont entrés dans des villes russes comme celle-ci. Habituellement, ils sont à la recherche de raffineries de pétrole, de dépôts de carburant et d'autres éléments précieux de l'infrastructure énergétique du Kremlin. Cependant, ces drones visent des cibles très différentes. Ils ne cherchent pas de dépôts de carburant et ils ne se dirigent pas non plus vers des installations militaires traditionnelles, comme des usines de production de drones ou des stocks de munitions. Au lieu de cela, ils s'apprêtent à frapper la Russie là où elle s'y attend le moins, ouvrant un tout nouveau front et créant une nouvelle vague de chaos que le Kremlin devra gérer. Parce que ces drones ne sont plus qu'à quelques secondes de frapper les entrepôts de la plus grande entreprise de vente en ligne de Russie, ce qu'on appelle l'Amazon russe, Wildberries. Il est facile de comprendre pourquoi l'Ukraine voudrait faire exploser des usines de missiles ou lancer ses drones et missiles vers les raffineries russes. Car cela affecte directement la capacité du Kremlin à alimenter sa machine de guerre et à maintenir le conflit, de manière très évidente. Moins de drones et de missiles fabriqués signifie moins de munitions à lancer sur les villes et villages ukrainiens. Plus de raffineries en feu signifie moins d'argent qui entre dans les caisses du président russe, Vladimir Poutine. Cependant, il est un peu plus difficile de comprendre pourquoi les forces de Kiev voudraient cibler un grand marché en ligne qui vend des biens de consommation courante, comme des vêtements, des cosmétiques, des livres et des cadeaux. Mais Wildberries joue un rôle discret mais important dans la guerre. Fondée en 2004 et basée à Moscou, Wildberries est la plus grande entreprise de commerce électronique de Russie. Elle attire des millions d'utilisateurs quotidiens, traite des centaines de milliers de commandes chaque jour et génère des milliards de dollars de ventes annuelles. Elle ne sert pas seulement la Russie, mais aussi de nombreuses anciennes républiques soviétiques, comme l'Arménie, le Tadjikistan, la Biélorussie, la Géorgie et l'Ouzbékistan. Environ la moitié de toutes les ventes en ligne en Russie ont lieu sur Wildberries. C'est un nom connu de tous, une plateforme vers laquelle les Russes se tournent systématiquement lorsqu'ils veulent acheter quelque chose rapidement et facilement en ligne, que ce soit un nouveau vêtement, un appareil électroménager ou un appareil électronique. Et tout comme Amazon aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, Wildberries ne vend pas seulement ses propres produits. En fait, la majorité de son activité se fait via d'autres marques et vendeurs qui commercialisent leurs produits sur la plateforme et comptent sur elle pour toucher des millions de consommateurs à travers l'immense territoire russe. À première vue, cette entreprise ne ressemble pas à une cible militaire évidente. Par exemple, si vous parcourez la page d'accueil de Wildberries, vous verrez probablement des publicités et des annonces de produits, comme des fournitures scolaires, des robes pour femmes et des articles pour bébés. Mais si vous regardez de plus près, les signaux d'alerte commencent à apparaître. Parce que cette plateforme ne vend pas seulement des produits de consommation inoffensifs, elle propose aussi des articles ayant des applications militaires claires et évidentes. Des articles comme des gilets pare-balles, des protections corporelles, des casques, du matériel radio, des câbles à fibre optique et des composants de drones. Ainsi, même si Wildberries a tenté de minimiser son implication dans la guerre, en affirmant dans ses documents officiels qu'elle refuse de vendre des armes de qualité militaire, elle a néanmoins joué un rôle actif dans le conflit. Parce qu'il n'y a pas que les citoyens russes ordinaires qui se connectent sur le site de Wildberries lorsqu'ils veulent acheter quelque chose. Les soldats russes font exactement la même chose. Depuis les premiers stades de la guerre en 2022 jusqu'à aujourd'hui, les troupes du Kremlin se tournent vers Wildberries chaque fois qu'elles ont besoin de fournitures supplémentaires. Comme l'explique Pavel Lutzin, chercheur principal au Centre for European Policy Analysis, en Russie, les procédures officielles ne couvrent généralement que l'achat d'armes, donc les unités militaires et les soldats eux-mêmes doivent acheter beaucoup de choses par leurs propres moyens. Des uniformes, de la nourriture, de l'essence, des générateurs électriques, des drones, des voitures, des motos, des pièces détachées. C'est pourquoi il est possible d'acheter des biens nécessaires à la guerre sur Wildberries. C'est aussi pour cette raison que Wildberries est devenue une cible légitime et justifiée pour l'Ukraine. Parce que ce n'est pas simplement la plateforme de vente grand public qu'elle prétend être. C'est un vaste réseau logistique militaire tentaculaire, qui livre des équipements essentiels permettant aux soldats russes de mener leurs opérations plus efficacement et mettant en danger la vie des Ukrainiens. Les commandants de Kiev l'ont compris. Ils ont également compris que leur meilleure chance de gagner la guerre n'était pas d'affronter les forces russes en première ligne, mais de couper les lignes d'approvisionnement de l'ennemi et de paralyser leur logistique. Les entrepôts de Bouri faisaient partie de cette logistique, et ils devaient donc être incendiés. Cela nous ramène aux événements du 18 juillet, lorsque l'Ukraine a décidé de porter sa campagne de frappe en profondeur, de plus en plus efficace, à un tout autre niveau. Les forces de Kiev avaient déjà mené de nombreuses frappes réussies contre des raffineries de pétrole, des centres de transport et des usines militaires. Ayant compris à quel point Wildberries était précieux pour les troupes ennemies, l'Ukraine a décidé de faire des entrepôts de l'entreprise des cibles prioritaires.
Des essaims de drones ont été assemblés et envoyés depuis des sites situés en Ukraine, entamant leur long trajet au-delà de la frontière et dans l'espace aérien russe. Il ne s'agissait pas de n'importe quel drone. De nombreux drones ukrainiens sont conçus pour ne voler que quelques minutes avant de frapper leur cible. Ceux-ci devaient durer beaucoup plus longtemps, parcourant des centaines de kilomètres afin de frapper certains des plus grands et des plus fréquentés centres logistiques ou Wildberries. Pendant des années, l'Ukraine ne disposait tout simplement pas de la technologie nécessaire pour mener des attaques de ce genre. En 2026, cependant, elle dispose d'une armée de drones extraordinaire, comprenant des modèles tels que le Firepoint FP-FP1, capable de parcourir près de 1600 km, tout en transportant des ogives pesant jusqu'à 120 kg. Les FP-FP1 sont également équipés de systèmes de guidage inertiel et satellitaire pour trouver leur chemin jusqu'à leur cible, d'un blindage absorbant les ondes radar pour échapper à la détection, et de contre-mesures électroniques pour faire face aux brouilleurs russes. Il compte parmi les drones les plus avancés et les plus efficaces jamais créés. Et le 18 juillet, plusieurs d'entre eux bourdonnent dans le ciel au-dessus de Tambov et d'Electrostal. Deux endroits qui ont une chose en commun. Ils abritent tous deux de grands centres de distribution Wildberries. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, les drones entament la phase terminale de leur trajet. Les opérateurs ukrainiens observent à distance, à des centaines de kilomètres, tandis que leurs drones se dirigent vers leur cible. La guerre est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Le premier drone percute sa cible, déclenchant une grande explosion à l'entrepôt de Tambov, qui est ouvert l'année dernière et dispose de suffisamment d'espace pour stocker jusqu'à 54 millions de produits à la fois. Un autre drone frappe bientôt, une autre boule de feu éclate. À Electrostal. La même situation se répète, alors que plusieurs drones frappent. L'un des plus grands centres logistiques de Walbury, qui s'étend sur plus de 360 000 m² et emploie plus de 8000 personnes. Les habitants locaux sont tirés de leur lit et se précipitent à leurs fenêtres pour filmer le chaos qui s'ensuit, capturant des images et des vidéos qu'ils partagent rapidement en ligne, montrant d'énormes panaches de fumée noire commençant à remplir le ciel au-dessus de leur ville, et des pans entiers de murs d'entrepôts se désintégrant sous l'effet de la chaleur intense de l'incendie, à l'intérieur des entrepôts et dans les installations environnantes. Les travailleurs du quart de nuit se précipitent vers les sorties, alors que le chaos et la panique envahissent l'atmosphère. Certains sont arrêtés net par des superviseurs sans cœur, qui, selon les témoignages, refusent de déclencher les alarmes incendie ou d'ordonner les évacuations jusqu'à la dernière minute possible, plus préoccupés par leur profit que par la vie de leurs employés. À cause de cette approche, bien que la grande majorité des employés parviennent à sortir des entrepôts vivants, on ne peut pas en dire autant de tous. À la suite des attaques, les responsables russes font état de plusieurs morts et de plusieurs dizaines de blessés. Pendant ce temps, la PDG de Bury, Tatiana Kim, réagit aux attaques sur Telegram, écrivant « Une nuit terrible, des événements terribles, pour notre entreprise et pour notre pays. Cette douleur est indescriptible. » Le commandant des forces de drone ukrainiennes, Robert Brovdi, partage quant à lui un point de vue différent. Il s'agit de détruire en quelques secondes l'illusion d'une existence confortable en temps de paix pour la population obéissante de l'État agresseur, en frappant la partie la plus sensible de la zone de confort, des patriotes impériaux ordinaires et des partisans de Poutine. Et ce n'est que le début. 20 juillet. La fumée s'est dissipée dans le ciel de Tambov. La poussière a commencé à retomber à Electrostal. Mais la Russie n'est plus la même. Le peuple du pays a été forcé de ressentir les effets de la guerre d'une toute nouvelle manière. De nombreux commerçants et propriétaires d'entreprises se sont tournés vers Telegram et d'autres plateformes en ligne pour partager leurs déboires, expliquant comment une grande partie de leur stock commercial est partie en fumée lors des attaques du Hakil 18 juillet. Et depuis, Wildberries a discrètement mis à jour sa politique pour supprimer sa responsabilité financière concernant les marchandises perdues ou endommagées lors de frappes de missiles ou d'attaques de drones. La société n'a donc aucune obligation de fournir une quelconque compensation à ces entreprises. Mais l'entreprise doit tout de même faire face à d'énormes factures et à des perturbations. Les experts estiment que cela coûtera jusqu'à 35,8 milliards de roubles, soit 457 millions de dollars, pour réparer les installations endommagées. Une facture si énorme que les assureurs de Wildberries sont extrêmement peu susceptibles de la couvrir entièrement. L'entreprise, qui a connu tant de succès et de domination dans le secteur de la vente au détail en Russie pendant des années, fait face à une crise sans précédent. Et la situation va empirer, car un autre essaim de drones ukrainiens est entré dans l'espace aérien russe, et pas n'importe quel essaim, l'un des plus grands jamais vus. On estime que 400 drones ont décollé de différents endroits à travers l'Ukraine, et foncent vers leur cible. Certains se dirigent vers le sud, en direction de la mer d'Azov, où ils pourraient viser et détruire plusieurs navires de la flotte fantôme russe, transportant du pétrole, des céréales et d'autres ressources. Une grande partie de l'essaim, cependant, se dirige directement vers le centre culturel, économique et politique de la Russie, la région de Moscou. Alors qu'ils s'approchent de la capitale du pays, des ceintures de défense antiaérienne russes s'activent. Les écrans radars s'illuminent soudainement, avec des dizaines de lumières clignotantes, alors que les systèmes de missiles s'activent. Mais les drones sont trop petits, trop rapides et trop nombreux pour que la Russie puisse les gérer. Certains sont abattus, mais beaucoup continuent leur route vers la ville de Podolsk, située à seulement 40 km au sud du Kremlin. Là, ils se séparent, certains visant un dépôt de pétrole local, et d'autres fonçant vers un autre site Wildberries dans la région voisine de Kolodino.
L'un des plus anciens et des plus grands centres de distribution de la société est sur le point de s'embraser une fois de plus. Les habitants russes de la région se réveillent au milieu de la nuit alors que des explosions retentissent autour d'eux. Tandis que certains cherchent un abri, d'autres saisissent leur téléphone et filment le chaos. Alors que des impacts, des explosions et des incendies éclatent sur le site de Wildberries, d'énormes quantités de marchandises partent en fumée. Tout n'est pas lié à l'armée, mais il est impossible pour l'Ukraine de ne viser que des produits militaires. Puisque Wildberries vend une si grande variété de produits, la meilleure, et en fait la seule option dont disposent les commandants de Kiev, est de viser tous les entrepôts, et ce faisant, ils envoient un message clair à l'entreprise. Sa participation à la guerre ne sera plus tolérée, et ses actifs seront en danger. Tant qu'elle continuera à faciliter la vente d'articles qui alimentent la machine de guerre du Kremlin. Comme l'explique Serhiy Kouzan, président du Centre ukrainien de sécurité et de coopération, la principale raison de frapper Wildberries. Frapper les entrepôts de Wildberries vise à perturber la logistique russe et l'approvisionnement en biens à double usage, en composants électroniques essentiels, en marchandises sanctionnées et autres, à destination de l'armée russe et des fabricants d'armes russes. Mais ce n'est pas tout ce dont il s'agit. À travers ces attaques, l'Ukraine fait aussi ressentir la guerre à la population russe. Cela leur donne un petit aperçu de ce que les Ukrainiens ont dû endurer pendant des années à cause de l'agression russe. Pendant des années, des Ukrainiens ont dû regarder leurs maisons brûler. Ils ont vu des hôpitaux, des écoles, des maisons, des églises et des monuments culturels réduits en ruines. À la suite des attaques incessantes et impitoyables de la Russie, beaucoup ont vu leurs entreprises partir en fumée, ou ont dû quitter les endroits où ils ont grandi, simplement pour rester en vie. Maintenant, enfin, l'Ukraine est en position de pouvoir infliger le même genre de dégâts à son ennemi. Mais elle n'agit pas comme la Russie. Elle ne veut pas commettre de crimes de guerre, bombarder des écoles ou raser des immeubles résidentiels. Au lieu de cela, elle veut se concentrer sur des cibles légitimes et pertinentes, tout en envoyant un message que le public russe ne peut plus ignorer. Un message qui pourrait, enfin, encourager davantage d'entre eux à se soulever et à se rebeller contre le régime meurtrier qui les gouverne. Un message qui ne fera que s'amplifier à partir de maintenant. 22 juillet. L'Ukraine refuse de relâcher ses attaques. Au contraire, elle décide de frapper la Russie encore plus fort, en visant non pas une, mais 2 sites distincts de Wildberries le même jour. Une fois de plus, des drones d'attaque à longue portée décollent du territoire ukrainien, guidés par des pilotes et leur propre système de navigation interne. Ils franchissent la frontière et se dirigent vers leur cible. Ils se dirigent vers le sud-est, en direction de Krasnodar, la plus grande ville et le centre administratif du Kraï de Krasnodar, en Russie, et la petite ville de Nevenomysk, dans la région de Stavropol, à environ 240 km plus à l'est. Ces villes ont peu de choses en commun en termes de taille et d'apparence, mais toutes deux font partie des plus de 200 centres logistiques sur lesquels Wildberries s'appuie pour alimenter ses opérations à l'échelle de la Russie et à l'international. Maintenant que l'entreprise se rend compte que ses entrepôts sont devenus des cibles militaires, elle a au moins amélioré sa capacité à réagir à ces attaques. Dès que les drones ukrainiens sont détectés, des alarmes retentissent, déclenchant l'évacuation massive des 2 installations. Les employés se précipitent vers les sorties à mesure que les drones s'approchent, et en quelques secondes, le premier impact se produit. Le bruit désormais familier et reconnaissable d'une ogive de drone qui explose se fait entendre à des kilomètres à la ronde, tandis qu'un incendie dévastateur éclate sur le site de Krasnodar. Des entrepôts à Nevenomysk sont également incendiés alors que plusieurs drones frappent. Les secours se précipitent sur les lieux pour maîtriser les incendies, mais les dégâts sont déjà faits. Une fois de plus, les défenses aériennes russes se sont révélées insuffisantes, et Wildberries s'est montré impuissant à protéger le stock de son vendeur contre la colère de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky célèbre cette frappe, en soulignant que les 2 centres étaient impliqués dans la fourniture à l'armée russe de composants de drones, d'équipements de navigation et d'autres matériels. Dès le lendemain, le 23 juillet, de nouveaux rapports font état d'une autre frappe sur Wildberries. Cette fois dans un petit village près de la ville de Voronezh, à peine à 170 km de la frontière ukrainienne, bien à portée de nombreux drones ukrainiens. Bien que cette attaque ait été moins grave que les autres, aucun incendie notable ne s'est déclaré. Des trous étaient encore visibles dans le toit de l'entrepôt Wildberries, ce qui suggère que des drones ont réussi à pénétrer dans le bâtiment et ont potentiellement endommagé ou détruit le stock à l'intérieur. Le 24 juillet, les attaques ukrainiennes contre les commerces s'est poursuivies. Des drones ont été lancés en direction de la 2e plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, le siège de plusieurs énormes centres logistiques Wildberries, dont le centre de distribution de Tchoutchary, qui s'étend sur plus de 100 000 m², le centre Outshine Zavod, qui traite d'énormes quantités de marchandises provenant des vendeurs de Wildberries, et le complexe Krasnibir, que l'entreprise a activement agrandi pour gérer certains des articles les plus grands et les plus lourds vendus sur sa plateforme. Des centaines de milliers de commandes Wildberries sont traitées chaque jour dans ces installations, et l'Ukraine était sur le point d'y mettre le feu, au beau milieu de la nuit, lorsque des drones ukrainiens sont entrés dans l'espace aérien de la ville. Saint-Pétersbourg est l'une des régions les mieux défendues de Russie, en raison de sa taille, de sa population et de son importance culturelle, mais elle ne disposait toujours pas de défense suffisante pour arrêter cette attaque. Certains drones ont été abattus, mais beaucoup d'autres ont continué leur route, leur bourdonnement caractéristique réveillant les habitants locaux alors que ces drones se dirigeaient vers les entrepôts Wildberries.
Soudain, de nombreuses explosions ont retenti, envoyant des ondes de choc à travers la ville, alors que plusieurs entrepôts des complexes de Tchoutchari et d'Uchina Zavod prenaient feu. Les habitants ont filmé la scène alors que les flammes s'élevaient dans les airs, et que des colonnes de fumée s'élevaient pour masquer les étoiles du ciel nocturne. Le gouverneur régional Alexandre Drozdenko a été contraint de confirmer que des drones avaient une fois de plus frappé Saint-Pétersbourg. L'aéroport de la ville a également dû suspendre ses opérations alors que les incendies faisaient rage. Et si les dirigeants de Wildberries pensaient que Saint-Pétersbourg était la seule cible de l'Ukraine cette nuit-là, ils se trompaient lourdement. En quelques heures, d'autres impacts, explosions et incendies ont également été signalés dans un centre logistique à Tver, où d'épais nuages de fumée remplissaient aussi l'air. Et dans la ville criméenne de Simferopol, où Wildberries est également présent. En l'espace d'une seule semaine, des drones ukrainiens ont frappé au moins 9 centres logistiques Wildberries, du sud de la Russie jusqu'à la région de Leningrad, dans le nord. Ils ont détruit des milliards de dollars de stock et touché environ 552 000 mètres carrés d'entrepôts, soit environ 10% de la capacité totale de Wildberries. Ils ont laissé de nombreux chefs d'entreprise dans un état de frustration et de colère, beaucoup dirigeant cette colère contre les dirigeants de leur pays. Pour avoir poursuivi une guerre qu'ils ne gagnent manifestement pas, et pour s'être révélés incapables de défendre leur population et leurs infrastructures. Plus important encore, les attaques de l'Ukraine ont également paralysé l'un des plus grands réseaux logistiques militaires qui opérait dans l'ombre depuis tout ce temps, apparaissant en surface comme une simple place de marché en ligne, tout en permettant secrètement aux soldats d'acheter tout, des composants de drones aux gilets pare-balles. Ce faisant, l'Ukraine n'a fait qu'aggraver la crise de la chaîne d'approvisionnement à laquelle l'armée russe est confrontée. Aujourd'hui, les soldats du Kremlin peinent déjà avec du matériel de mauvaise qualité et des difficultés à obtenir les fournitures dont ils ont besoin. Les frappes contre Wildberries aggravent ces problèmes, rendant la vie encore plus difficile pour le soldat russe moyen, et réduisant encore les chances de victoire de Moscou. On se retrouve sur le prochain champ de bataille.